Chapitre international, l'affaire Jeffrey Epstein prend de plus en plus d'ampleur. La première, Plus de 3 millions de pages avec des milliers de photos et de vidéos issues du dossier du criminel sexuel ont été rendues publiques. Bill Gates, la princesse Mette Marit de Norvège, le prince Laurent ou encore Donald Trump. les clés, C'est une bombe mondiale. Arnaud Royson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un numéro des clés qui va nous emmener aux États-Unis puisqu'on va essayer de mieux comprendre l'affaire Jeffrey Epstein et pourquoi les révélations qui se succèdent autour de ce financier pédocriminel constituent une déflagration mondiale. Une affaire qui n'a d'ailleurs sans doute pas encore livré tous ses secrets. Alors on va essayer en 27 minutes de prendre la mesure d'un scandale qui ne peut qu'accentuer la méfiance déjà très grande aujourd'hui vis-à-vis des élites. Et pour cela, on va d'abord remonter le fil de cette histoire. La première, les clés. Mars 2005, nous sommes dans un commissariat de Palm Beach, en Floride. Une femme demande à pouvoir faire une déposition devant un policier. Elle explique qu'elle vient en réalité pour sa belle-fille, âgée de 14 ans. Car quelques jours plus tôt, elle a retrouvé $300 dans le sac de la jeune fille, une somme très inhabituelle pour une lycéenne de cet âge-là. Alors, elle a essayé de comprendre, et la jeune fille a fini par raconter. C'est en fait une autre adolescente mineure qui lui a parlé d'un moyen facile de gagner de l'argent chez un homme très riche qui paye pour des massages. Alors elle s'est rendue sur place. A découvert une grande villa très luxueuse, avec même du personnel de maison. On l'a amenée dans une chambre, on lui a demandé de se déshabiller pour pratiquer le massage. Jeffrey Epstein est alors entré, âgé d'une 50aine d'années, une serviette nouée autour de la taille. Il ne se contentera pas de se faire masser. Il se masturbe durant le massage, ça donne à des attouchements sexuels sur la jeune fille, et puis à la fin lui donne $300. Dans sa déposition, la jeune fille restée anonyme expliquera au policier qu'Epstein lui a proposé de lui donner davantage d'argent une autre fois si elle revenait et si elle ramenait d'autres filles. Et il a ajouté cette phrase « The younger, the better ». Plus elles sont jeunes, mieux c'est. Cette histoire, elle fait écho à des dizaines et sans doute des centaines d'autres racontées par des victimes dont les langues se sont déliées ces dernières années. Comme ce témoignage de Courtney Wild dans le magazine de nos collègues de Complément d'enquête sur France 2. Un jour, mon ami et moi sommes allés à une fête d'anniversaire et quelqu'un a dit « Qui veut gagner $200 ? Écrivez votre nom et votre numéro de téléphone sur ce morceau de papier. » Il nous a dit « Tu dois juste faire un massage à un type à Palm Beach. Il est super riche. » Une semaine plus tard, elle reçoit un coup de fil. Jeffrey a demandé à l'un de ses chauffeurs de venir nous chercher dans une grosse voiture noire. Elle raconte alors comment elle s'est retrouvée chez Epstein quasiment exactement dans les mêmes circonstances que la première plaignante. Lorsque je l'ai vu, il était vêtu d'un peignoir. Il s'est présenté et s'est installé à plat ventre sur la table de massage. Il m'a demandé si je pouvais enlever mon soutien-gorge. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec le fait d'enlever ma culotte. Et avant que je ne m'en rende compte, une fois la conversation terminée, il s'est donné du plaisir et m'a agressée sexuellement pendant ce temps. Et d'autres témoignages font encore plus froid dans le dos. Des jeunes filles racontent comment elles ont été emmenées aussi sur l'île personnelle d'Epstein, dans les îles Vierges, une toute petite île des Caraïbes qui servait en quelque sorte de terrain de jeu pour le prédateur sexuel, où il recevait aussi de nombreux invités. Sarah Ransom, l'une des victimes, raconte que les filles étaient toujours obligées d'être habillées de bikinis très suggestifs, à la merci du maître des lieux, violées parfois plusieurs fois par jour. D'autres victimes encore
comme Virginia Roberts, qui s'est aujourd'hui suicidée, racontent comment elle était à la fois un jouet sexuel pour Epstein et une rabatteuse chargée d'attirer d'autres jeunes filles mineures dans les filets du prédateur, et de sa garde rapprochée, dont une certaine Ghislaine Maxwell, l'âme damnée d'Epstein, d'abord sa compagne, puis son associée dans l'organisation de ce vaste réseau pédocriminel, un réseau dont on ne mesurera l'ampleur que bien plus tard. Car pour bien comprendre, il faut remonter encore un peu plus loin dans l'histoire. Dans les années 70, Jeffrey Epstein, issu d'un milieu modeste, à l'aise avec les maths et les sciences mais qui n'est pas parvenu pourtant à décrocher un diplôme universitaire, va tout de même parvenir à devenir professeur de mathématiques et de physique dans un collège réputé de Manhattan. Là, il va côtoyer la jeunesse ultra riche de New York. Séducteur et décrit comme charismatique, il va nouer des relations auprès des familles qui ont énormément d'argent et de fil en aiguille parvenir à entrer lui-même dans le monde de la finance. Il fera plusieurs rencontres déterminantes, dont une en particulier, celle de Leslie Wexner, le milliardaire fondateur de la chaîne de magasins Abercrombie & Fitch et de la marque de lingerie Victoria's Secret. C'est un tournant décisif. Epstein, qui a entre-temps créé sa société de gestion de fortune, va pouvoir gérer une bonne partie des avoirs de Wexner et s'enrichir lui-même très rapidement. Et c'est à cette époque-là qu'Epstein commence à tisser sa vaste toile. Il capitalise sur sa réussite, sur son charisme, sur le réseau qu'il a déjà construit dans le monde de la finance et commence à organiser des dîners, des soirées, des séjours dans ses diverses résidences. À Palm Beach, à Manhattan, dans son ranch du Nouveau-Mexique, sur son île privée dans les Caraïbes, même dans son appartement à Paris. Et dans les fêtes de Jeffrey Epstein se croisent des chefs d'État, des financiers, des stars du show business ou encore des intellectuels. Et dans les photos de ces soirées ou séjours, on découvre Bill Clinton, Donald Trump, le prince Andrew, frère du roi Charles, Elon Musk, Bill Gates, Woody Allen, Naomi Campbell, Michael Jackson et des dizaines d'autres. Epstein aime être aux côtés des puissants, il passe sa vie à nouer des contacts avec toutes ces sphères de pouvoir sans qu'on sache toujours très bien ce que ces personnalités savaient, jusqu'à quel point certaines ont participé au délit du pédocriminel. Tout cela aurait pu s'arrêter, ceci dit, en 2008, car Epstein va être arrêté une première fois et même condamné à de la prison. Mais alors, la décision de justice sera étrangement clémente. Un accord de non-poursuite négocié avec une procureure fédérale pour l'État de Floride. Jeffrey Epstein va accepter de plaider coupable pour 2 infractions seulement, sollicitation de prostitution et sollicitation auprès d'une mineure. Il n'écopera que de 18 mois de prison, une peine très allégée en plus puisqu'il sera dans une cellule VIP qu'il pourra sortir jusqu'à 12 heures par jour, 6 jours sur 7 pour gérer ses affaires. On estime aujourd'hui qu'il a sans doute continué d'ailleurs ses crimes sexuels durant cette période. Et une fois sorti de prison, il reprendra pratiquement sa vie d'avant. Certaines personnalités vont désormais éviter de le croiser suite à cette condamnation, mais il va conserver beaucoup de ses relations dans l'élite. Il faudra attendre 2018 pour qu'une enquête journalistique approfondie relance l'affaire. En 2019, il sera arrêté pour trafic sexuel de mineurs. Les enquêteurs ont cette fois un dossier très solide avec des dizaines de témoignages. La déflagration est énorme, bien au-delà des États-Unis, et son procès s'annonce comme une véritable bombe. Sauf que de procès, il n'y aura pas. Le 10 août 2019, Epstein est retrouvé pendu dans sa cellule. Officiellement, c'est un suicide, mais les circonstances sont particulièrement troubles.
Les gardes qui devaient le surveiller n'ont pas effectué les rondes obligatoires. La surveillance anti-suicide avait été levée quelques jours à peine avant sa mort. Et bizarrement, les caméras près de sa cellule étaient défectueuses. On aurait voulu donner du grain à moudre aux théoriciens du complot, qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Et avec nous, pour y voir plus clair dans cette affaire, il y a Romuald Ciora. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis New York, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique. Alors, d'abord un mot quand même sur ce qu'on évoquait à la fin de ce récit, ces ingrédients de la méfiance vis-à-vis des élites, même tout ce que cela peut nourrir dans le complotisme. On a l'impression que cette affaire, elle peut faire énormément de dégâts justement au niveau de la méfiance vis-à-vis d'une sorte de caste comme cela qui vivrait un peu au-dessus des lois, qui échapperait à la justice. C'est cette image-là notamment qui est renvoyée par l'affaire Epstein. Bien évidemment, déjà dans une Amérique qui est de plus en plus allergique, si je puis dire, à l'establishment, cela n'aide pas. Depuis maintenant près d'un an que l'affaire est revenue sur le devant de la scène, ce sont pour l'instant essentiellement les démocrates qui sont touchés, mais on a vu l'ancien président d'Harvard, ancien secrétaire au Trésor, conseiller économique de Barack Obama se retirer de la vie publique, des personnalités internationales qui font la une de la presse américaine. Donc effectivement, il y a ce sentiment de cet entre-soi de la part de l'establishment. Et je dirais un peu encore plus grave, c'est que des personnalités comme l'actuel président des États-Unis, qui était considéré comme l'ami du peuple par la base MAGA, son socle électoral, semblent avoir traîné de la patte pour rendre public, bien qu'il l'ait promis, l'entièreté des dossiers Epstein. Et donc cela alimente les soupçons quand ce ne sont pas les théories du complot. Justement, est-ce qu'on peut expliquer un peu où on en est là aujourd'hui ? Parce qu'on s'est arrêté dans l'histoire à ce moment où, en août 2019, Jeffrey Epstein va mourir en prison. Un suicide officiellement, même si on l'a dit, les circonstances sont un peu troubles. La raison pour laquelle cette affaire revient à la une de l'actualité, c'est en lien avec une promesse, notamment faite par Donald Trump durant sa campagne, de dire qu'il allait rendre public tous les dossiers de cette affaire Epstein. On parle des Epstein Files. Est-ce qu'on peut expliquer d'abord pourquoi Donald Trump, qui savait évidemment qu'il avait fréquenté Jeffrey Epstein, qu'il allait apparaître dans ce dossier, qu'il y allait avoir des photos, plusieurs dizaines, centaines même d'apparitions dans ce dossier, a estimé que c'était une bonne idée politiquement d'aller vers la révélation de cette affaire ? Il faut bien avoir en tête que Trump de haut n'a rien à voir avec le Trump du premier mandat. Ce n'est plus un homme isolé, c'est un homme qui a été élu avec l'aide de l'extrême droite américaine, une extrême droite ultra radicale, religieuse, mais néanmoins, avant que cette extrême droite n'accède au pouvoir en janvier 2025 avec lui, il était durant sa campagne un électron libre et il fallait flatter l'opinion. Et rien de mieux pour flatter l'opinion que de surfer justement sur les fameuses théories du complot, et les dossiers Epstein font partie des théories complotistes favorites des Américains. N'oublions pas quand même que près de 60% des républicains sont toujours convaincus de cette fameuse histoire, la Pizzagate. Vous savez, c'est cette théorie du complot, comme quoi les démocrates, avec Hillary et Bill Clinton à leur tête, auraient ouvert un centre pédophile en plein cœur de Washington qui aurait été abrité dans la cave d'une pizzeria, donc la fameuse Pizzagate. Donc bref, l'électorat de Trump, friand de ce genre de choses, était tout oui quand le tribun leur promettait, une fois réélu, de rendre public l'entièreté des dossiers Epstein. Une fois cela dit, et une fois que ce dernier, Donald Trump, est arrivé au pouvoir, il a commencé à traîner de la patte. Néanmoins, beaucoup d'observateurs pensent, et je crois que c'est possible, que le président n'est pas grand-chose à se reprocher dans cette affaire. Dieu sait qu'il a d'autres choses à se reprocher, mais visiblement, on pourrait, je suis conditionnel, imaginer que ce qu'il craignait une fois arrivé au pouvoir en rendant public l'entièreté des dossiers ne soit que quelques photos compromettantes, mais rien de plus grave. Sinon,
pourquoi aurait-il promis de rendre public ces dossiers? Donc on pourrait imaginer que Donald Trump pensait qu'il n'y aurait rien de trop compromettant, en sachant que même des révélations prouvant, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, que Donald Trump aurait couché avec des prostituées via Epstein glisseraient sur lui. Nous sommes aujourd'hui aux États-Unis dans une époque très différente de celle qui avait vu le scandale Bill Clinton, Monica Lewinsky, et surtout les Américains et même sa base électorale se sont habitués aux frasques du président américain. Donc bref, sans aucun doute, il ne pensait pas qu'il pourrait y avoir des révélations qui pourraient vraiment lui nuire. Les choses ont un petit peu changé, donc à l'heure qu'il est, cela semble encore glisser sur le président américain. C'est surtout les démocrates, pour l'instant, qui sont éclaboussés par les révélations de ces dossiers. Donc Larry Summers, dont je viens de parler, l'ancien secrétaire au Trésor, qui s'est retiré de la vie publique, Bill Clinton, en photo, alors il n'y a rien d'illégal, vous me direz, dans un jacuzzi avec des femmes, qui doit aujourd'hui se justifier devant le Congrès. Donc, pour l'instant, tout glisse sur Trump. Malheureusement pour lui, et pour conclure là-dessus, il y a un peu plus d'une semaine, est revenu sur le devant de la scène, via les dossiers Epstein, cette accusation dont on avait parlé déjà en 2016, d'une mineure de 13 ans qui accuserait le président américain de viol. Alors, ce sont des accusations un petit peu brumeuses, on ne sait pas qui est cette personne, la plainte a été retirée en 2016, néanmoins cela revient aujourd'hui dans les médias, et là c'est une chose très très différente. Une fois encore, tout pourrait glisser sur Donald Trump, mais si des mineurs sont impliqués, et si surtout il y a suspicion d'une accusation qui pourrait être prise au sérieux concernant le viol d'une gamine de 13 ans par le président, là les répercussions seraient ou seront gigantesques. C'est peut-être l'occasion de préciser ce que l'on trouve comme type de document dans les millions de pages du dossier Epstein révélé par le ministère de la Justice américain. On y trouve des rapports d'enquête, des comptes rendus de plaintes, des échanges de communication, des emails et autres messages instantanés, des photos très nombreuses, plus de 180 000 images saisies notamment lors des perquisitions chez Epstein. Mais on trouve aussi dans le lot des plaintes soumises par le public au FBI. Et ces plaintes ne sont pas toujours vérifiées, certaines sont potentiellement fausses ou exagérées. En résumé, c'est un énorme fatras de documents bruts qui sont désormais livrés au public et aux médias. Et il est très difficile de savoir comment traiter un tel dossier, puisque voisinent dans ces millions de pages à la fois les noms de personnes qui n'ont pour certaines même jamais rencontré Epstein, des personnes qu'il espérait rencontrer ou qu'il a tout simplement mentionnées au détour d'un échange, mais on trouve aussi des personnalités qui ont beaucoup fréquenté Epstein et qui, pour certaines, non seulement ne pouvaient pas ignorer ses activités pédocriminelles, mais y ont sans doute participé. Le public, lui, reçoit tout d'un bloc, sans hiérarchie, sans le fil de l'enquête, dans l'illusion que cette transparence permettrait naturellement d'accéder à la vérité. Exactement. Et c'est pourquoi on pense aussi que l'actuelle administration a tout intérêt à mettre en avant certains documents où sont impliqués, toujours entre guillemets, des démocrates ou des progressistes. On se rappelle de cette photo de Noam Chomsky, l'intellectuel de la gauche radicale américaine, dans un avion avec Epstein. Ici, on en a parlé, ça fait scandale. Mais bon, qu'est-ce que l'on a vu Noam Chomsky assis dans un avion avec Epstein. Ce qu'il faut garder à l'esprit, comme vous l'avez très bien dit, c'est que Epstein régnait sur le Gotha new-yorkais dans les années 90, les années 2000, une partie des années 2010. Toute personne plus ou moins people l'a rencontré. Vous-même, vous auriez vécu à New York, vous auriez peut-être été en photo avec Epstein. Donc, il n'y a rien d'incriminant là-dedans. Simplement, nous sommes aujourd'hui aux États-Unis dans une période où les théories du complot font recette et où, comme vous l'avez dit au début de l'émission, l'establishment est plus impopulaire que jamais. Donc, bref, toute personne semblant faire partie de l'élite ou de l'establishment un tant soit peu vue aux côtés de Epstein est aujourd'hui soupçonnée. Mais bien évidemment, 80% des personnes, même plus, qui ont été vues avec Epstein n'ont en rien été impliquées dans ces réseaux pédocriminels ou dans ces malversations financières. Pour l'instant, je le répète, le président américain n'a rien à se reprocher. Et Dieu sait que je ne suis pas son fan. Quelques photos, on le voit rigoler avec Epstein, des dessins de très mauvais goût, je vous l'accorde, mais n'oublions pas que Donald Trump est quand même celui qui a dit devant les caméras qu'il attrapait les femmes par la chatte. Pardonnez-moi l'expression, mais je reprends sa rhétorique, sa sémantique. Donc bref, pour l'instant, beaucoup de personnalités n'ont rien visiblement à se reprocher. Même Bill Clinton, on connaît le peu de moralité de Bill Clinton.
Et être dans un jacuzzi avec une femme qui semble majeure n'a pour l'instant rien d'illégal. Néanmoins, tout cela sent très mauvais et évidemment fait le chou gras de la presse à sensation et des adeptes des théories du complot. Et alimente évidemment la méfiance déjà très vive vis-à-vis des élites dirigeantes dans une bonne partie de la population américaine. Alors ce qui est interpellant aussi, c'est que cette affaire, elle a très rapidement aussi traversé l'Atlantique, touchant des personnalités européennes qui, pour certaines d'entre elles, là, sont ciblées par des documents qui pourraient être beaucoup plus compromettants que de simples photos ou des simples échanges de mails. Et ça, on va le voir tout de suite avec Sarah Pousset. Parmi les personnalités européennes, on trouve plusieurs têtes couronnées. Le prince Andrew, bien sûr, titre que son frère, le roi Charles d'Angleterre, lui a désormais retiré. On retrouve une photo de l'ancien prince assis sur une femme dont le visage est flouté. Une des victimes d'Epstein a aussi témoigné contre lui en disant avoir été envoyée au Royaume-Uni pour satisfaire aux besoins sexuels d'Andrew. Celui-ci, en retour, aurait invité son ami américain à Buckingham après sa première condamnation pour prostitution de mineurs. L'ex-épouse d'Andrew, Sarah Ferguson, était également proche du milliardaire américain. Elle lui a notamment demandé de l'argent et dans ses mails, elle parle de lui comme d'un frère dont elle a toujours rêvé, allant jusqu'à lui proposer de l'épouser. Autre famille royale touchée, celle de Norvège, la future reine, la princesse Mette-Marit, a échangé des centaines de mails avec Epstein. Chez nous, le nom du prince Laurent a également émergé. Après avoir déclaré n'avoir assisté à aucun événement avec Epstein, il a confirmé l'avoir quand même rencontré 2 fois, cela seul. Côté politique, c'est le nom de Jack Lang, l'ancien ministre français de la Culture, qui revient à près de 700 reprises dans les documents publiés fin janvier. Le socialiste était proche d'Epstein, il en parle même comme d'un membre de la famille. D'ailleurs, sa fille Caroline Lang avait des contacts réguliers avec le milliardaire. Elle a ouvert avec lui une société offshore aux îles Vierges et dans son testament, Epstein lègue 5 millions de dollars à Caroline Lang, qui elle dit ne pas être au courant. Je n'en avais jamais entendu parler. Je n'avais jamais vu ce document. Olivier Colon, l'ancien conseiller diplomatique de Sarkozy, est lui aussi cité à de nombreuses reprises. Ses échanges avec Epstein sont bien plus clairs, salaces, racistes, mais aussi géopolitiques. Il était une sorte de contact à Paris pour Jeffrey Epstein et lui faisait rencontrer du monde. Citons aussi l'ancien ambassadeur britannique aux États-Unis, désormais licencié, qui aurait transmis des informations sensibles aux milliardaires, tout en apparaissant aussi en sous-vêtements sur plusieurs photos du dossier. Et puis le patron du forum de Davos, ancien ministre norvégien, qui a dîné à 3 reprises avec l'homme d'affaires juste avant son arrestation. Le forum a ouvert une enquête indépendante sur les agissements de son directeur. Alors Romuald Seurat, quand on entend tout ça, on reste pantois quand même de la toile qu'avait réussi à tisser Jeffrey Epstein, tant ça va dans tous les domaines, au niveau politique, au niveau financier, au niveau, on l'a dit, du show business, mais aussi d'intellectuels. Ça dépasse très très largement les États-Unis. Qu'est-ce qui attirait tant toutes ces personnalités chez une personne comme Jeffrey Epstein, à votre avis ? Écoutez, premièrement, ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que Epstein était, au-delà d'être un homme d'affaires, c'était un homme de réseau. C'est un homme qui a été certes multimillionnaire, une fortune estimée à environ 500 millions de dollars, mais qui vivait largement au-dessus de ses moyens, si je puis dire. Il vivait comme un multimilliardaire. Son objectif, depuis le départ, a été un petit peu comme ces personnes, vous savez, qui vivent en empruntant à l'un et en remboursant à l'autre. Ça a toujours été de monter des coûts financiers et d'élargir ses réseaux, de tisser sa toile d'araignée où le trafic d'influence a régné. C'était son objectif, c'était son grand œuvre. Donc, ce qui attirait les personnes, c'était ce réseau, les connexions qu'il pouvait offrir. Et puis aussi, il était un donateur, un sponsor, mécène. Et évidemment, cela a attiré un grand nombre de personnalités ou de personnes à travers le monde. Pour ce qui est justement de cette toile d'araignée, alors une fois encore, il faut faire attention. Il y a des gens, visiblement, comme le
prince Laurent de Belgique, qui l'ont rencontré, mais alors qu'il est, il me semble qu'il n'y a rien de vraiment qui pourrait incriminer le prince. Bon, l'avoir rencontré, déjeuner. Par contre, ce qui se passe du côté français avec Jack Lang, là, est un petit peu différent. C'est plus qu'un lien, c'est plus que quelques emails, c'est plus qu'un dîner, ou plus qu'un sponsoring ou un mécénat. Ensuite, cette histoire pour Caroline Lang de 5 millions d'euros dont elle a hérité, arrêtons, Epstein n'est pas mort il y a 3 mois, il est mort en 2019, on est aux États-Unis, il y a des avocats, croyez-moi, quand vous héritez de 5 millions, quelqu'un vous tient au courant, vous pouvez les refuser, certes, mais vous êtes au courant. Donc là, effectivement, on va vers quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Et alors là, l'ancien prince Andrew, je n'en parle pas, lui, il est totalement incriminé, évidemment, c'est évident, dans les réseaux pédocriminels de Epstein. Bref, Epstein était avant tout un aventurier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, certes, a voulu bâtir une fortune, mais c'était un homme de pouvoir, d'influence, ce qui lui importait plus que sa fortune. La preuve, une fois encore, il a dépensé des centaines de millions pour alimenter et créer ce réseau. Ce qui l'intéressait, c'était de régner en maître sur cette toile d'araignée gigantesque. Et effectivement, il attirait dans cette toile des victimes, mais aussi des personnalités éblouies par son côté solaire et qui souhaitaient bénéficier de certains de ses contacts ou tout simplement dont son mécénat. Sauf qu'ici, on parle, et c'est essentiel à rappeler, d'un homme qui a commis des crimes sexuels sur des centaines de jeunes filles mineures. Et l'on peine à croire que ceux qui l'ont fréquenté très régulièrement aient pu complètement ignorer cette facette de sa personnalité. Pourtant, les faits se sont poursuivis durant des dizaines d'années et ont même continué après une première condamnation. Tout cela va très certainement alimenter le complotisme, on l'a dit, mais doit sans doute interroger aussi ces lieux de pouvoir qui échappent à la démocratie, ces lieux où se croisent le monde de l'argent et le monde de la politique à l'abri des regards, où l'on se coopte, où l'on se protège, où peuvent se prendre aussi des décisions qui vont concerner beaucoup de ceux qui n'auront jamais accès à ces cercles-là. Il y a donc sans doute, au-delà de l'affaire pédocriminelle elle-même, de vraies questions à se poser sur tout ce que nous dit cet incroyable réseau que Jeffrey Epstein était parvenu à tisser. Voilà, c'était Les Clés, un podcast de La Première avec à la réalisation sonore de cet épisode Antoine Duhart, à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Et si ce contenu vous intéressait, n'hésitez pas évidemment à le partager autour de vous.